Coucou à tous, suite de notre lecture, chapitre 15. Depuis sa réunion avec le personnel, Bob Williams prenait l'habitude de se rendre dans le bureau ou au guichet de la banque pour constater si les employés venaient à l'heure et surtout si le travail se faisait effectivement. Ce matin-là, il surprit une jeune femme en colère se montrant agressive avec l'employé chargé des ouvertures de compte d'épargne. « Que puis-je faire pour vous, mademoiselle? Me connaissez-vous pour me traiter de mademoiselle? Ai-je des ailes? Je suis une dame respectable et je vous demande beaucoup plus de respect envers une femme que vous rencontrez pour la première fois. Excusez-moi pour cet écart de langage. Je suis le directeur des finances et des ressources humaines de cette banque et je vous prie de bien vouloir me suivre dans mon bureau si vous n'y voyez pas d'inconvénient. » Voilà qui est bien parlé. Quand il entrait dans le bureau de Bob, la jeune dame prit place dans le salon dans un des fauteuils en cuir. Bob ouvrit le petit réfrigérateur et lui présenta plusieurs boissons, des biscuits, des arachides et des olives. « Madame, vous pouvez vous servir. Monsieur le directeur, vous avez un bureau très luxueux et un beau décor. Vous avez vraiment du goût. J'adore les tableaux. Je vous remercie pour vos compliments. On ne travaille bien que dans le luxe. Cette banque a appartenu autrefois à l'État et même aujourd'hui, l'État est encore actionnaire. Comme vous le savez, l'État aime le luxe. Malheureusement, l'apparence a prévalu sur l'efficacité. Puis-je vous offrir du pain et du jambon? En plus, votre bureau est un restaurant. Je pense que vous avez une pièce avec un lit derrière l'une des deux portes fermées. J'ai même une douche. Tous les hauts responsables de la banque disposent de toutes les commodités et avantages. Cela devrait leur permettre de rester dynamiques. Nous restons tard au bureau au moment où les autres sont chez eux, auprès de leur famille. Le pouvoir sécrète forcément les avantages. Surtout, celui de rester tard dans le bureau avec les épouses des autres. Surtout, si ces femmes sont consentantes. De tout temps, la femme a été le plus grand stimulant de l'homme. Le travail de l'homme ne sera jamais parfait sans le désir ou l'amour de la femme. Monsieur Robert Williams. Robert Williams, j'apprécie votre sincérité. Vous pouvez me donner ce que vous voulez manger. Pour rester sur la sincérité, je vous informe que je suis mademoiselle Elisabeth Abakou. Bob appela Joséphine qui servit un sandwich au poulet à la visiteuse. « Monsieur Williams, vous avez une très belle secrétaire, dit-elle quand Joséphine regagna sa place. Le jour de son arrivée, elle m'a fait perdre la tête quelques brèves minutes. J'ai alors pensé à mon épouse qui est encore plus belle. » Quelle franchise devant une jeune inconnue. J'ai l'impression de vous connaître depuis longtemps. C'est la raison pour laquelle je me sens à l'aise avec vous. En ce qui concerne la franchise, je vous dis que je ne suis pas un homme politique pour lequel le mensonge est un art de vivre. Et je n'aimerais jamais faire de la politique comme mon père. Je me souviens chaque jour de mes cours de catéchisme où le commandement de Dieu disait « Tu ne mentiras pas ». C'est le 8e. Bravo et félicitations. Je ne vous savais pas aussi connaisseuse des 10 commandements que Dieu a remis à Moïse. Parlons maintenant de votre problème. Que s'est-il passé pour que vous adoptiez ce comportement avec notre agent? Je suis venu ouvrir un compte d'épargne et votre agent me dit que ma somme est insuffisante pour l'ouverture de ce compte. Quand je pense que j'ai mis des mois pour économiser cet argent et qu'on le trouve insuffisant, je n'ai pas réussi à me maîtriser. Veuillez m'excuser, mais il m'est impossible de comprendre que les banques, surtout celles où l'État est actionnaire, ne se préoccupent pas des plus démunis comme nous et préfèrent s'intéresser aux plus riches. Les pauvres et les démunis doivent pouvoir bénéficier des services de la banque. Que faites-vous dans la vie? J'ai une maîtrise en droit depuis 3 ans. J'ai passé de nombreux concours sans succès. Je ne compte même plus mes demandes d'emploi. Nous sommes venus trop tard dans un monde où déjà à des milliers de kilomètres. Il n'y a que des stages pour nous et encore s'ils sont rémunérés au bout de 3 mois. Robert Williams se rendit à son bureau pour répondre au téléphone. Il y resta une quinzaine de minutes. Il revint dans le salon avec une liasse de billets de banque qu'il tendit à Elisabeth Abakou. « Prenez cet argent pour vous aider à ouvrir votre compte. Monsieur Williams, excusez-moi, mais mon éducation ne me permet pas d'accepter de l'argent d'un homme que je connais à peine. Bob insista pendant un quart d'heure sans succès. Une idée lui vint alors de convaincre la jeune fille. « Dieu m'a accordé ce matin une grâce spéciale et je voudrais vous en faire profiter.
Je vous considère désormais comme une sœur. Prenez-moi comme un grand frère. Quand on me parle de Dieu, je suis vaincu, j'accepte. N'oubliez pas de remettre votre numéro de téléphone à mon secrétariat. Il se pourrait que je tente de vous appeler un de ces jours. Je n'y manquerai pas, cher grand frère. Bob analysait un document financier quand Jules Farah l'appela pour un entretien. Les deux bureaux n'étaient séparés que par la direction de l'informatique. Il attendit 10 minutes au secrétariat avant d'être reçu par le directeur général. La secrétaire particulière du directeur qui aimait bien le taquiner resta de marbre ce jour-là. Il la trouva étrange et ne voulut pas lui poser trop de questions sur sa santé et son humeur. Le directeur général l'accueillit avec une certaine froideur. Monsieur Williams, j'ai tenu à vous rencontrer car depuis quelques jours, de nombreux employés m'adressent des lettres ou viennent me voir pour me faire un compte rendu de la réunion avec le personnel. C'est avec toute ma confiance que vous avez obtenu l'autorisation de faire cette réunion à laquelle je n'ai pu accepter pour des raisons politiques. Tous les rapports le confirment. Vous avez passé la moitié du temps imparti à me dénigrer, demandant au personnel de se mettre en grève pour obtenir ma démission pour cause d'incompétence. Évidemment, vous leur proposez de diriger vous-même cette banque. Je ne sais pas si vous plaisantez ou si vous croyez sincèrement à ce que vous dites. Pensez-vous que j'ai l'air de plaisanter? Dans ce cas, accordez-moi 5 minutes. Je vous attends car l'heure est grave pour nous deux. L'un de nous doit quitter la banque aujourd'hui. Et comme j'ai des appuis puissants, je ne crois pas que ce soit moi. Bob se rendit à son bureau, retira un petit objet d'un tiroir et revint précipitamment. Il rentra dans le bureau du directeur général sans demander à la secrétaire de l'annoncer. Cette dernière le suivit pour lui faire des remontrances comme si elle, l'institutrice, parlait à un petit écolier. Bob ne s'occupa nullement de ses propos et déposa le petit objet devant le directeur. « Monsieur le directeur, avec votre permission, je vais allumer ce petit magnétophone. J'ai enregistré la réunion passée comme il se doit pour tout responsable digne de ce nom. Cet appareil a été fabriqué pour tous les grands décideurs qui ont l'occasion de participer à des réunions importantes dans le cadre de leur activité. Écoutez. » À la fin de l'audition, le directeur général Jules Farah ne réussit qu'à s'exclamer « Ah, les Africains, quand changeront-ils de mentalité ?» Monsieur le directeur, il ne s'agit plus de pousser des exclamations. Je vous prie de bien vouloir convoquer toutes ces personnes qui sont venues médire de moi. Je vous comprends, mais ce n'est pas le moment. Je saurai comment réagir en temps opportun. Je ne suis pas d'accord avec vous. En tant que responsable des ressources humaines, je ne saurais tolérer un tel comportement nuisible à notre entreprise. Si vous ne réagissez pas maintenant, je vais de ce pas chez mon avocat pour porter plainte contre vous et contre X. Votre secrétaire particulière va recevoir dans moins de 30 minutes une mise à pied d'une semaine pour offense à un responsable. D'accord, pour ma secrétaire particulière, même pour le problème de la médisance, je vous prie de m'accorder 5 heures. J'attendrai car je ne laisserai pas tomber une affaire si grave. Bob retourna travailler sur son document financier en attendant que le délai soit écoulé. Il pensait déjà à toutes les dispositions qu'il prendrait pour rester au travail même au-delà de minuit. Et quelle fut sa surprise de voir son père et sa femme arriver. Il venait de la part de M. Farah, le directeur général, présentait toutes ses excuses et suppliait son principal collaborateur de clore l'incident. Il n'écouterait plus jamais les confidences des employés de la banque le concernant sans l'appeler immédiatement. Son père lui parla longuement des mœurs des gens incompétents et lui demanda d'accepter les excuses de son directeur. Il n'était qu'une victime de son esprit politique, de ce milieu politique dans lequel chacun ment à l'autre avec conviction. Blandine demanda à son mari de profiter de la situation pour régler une bonne fois le problème de la nouvelle maison. Dis-lui de signer les papiers maintenant, je ne peux plus attendre 2 jours de plus dans cette maison sans piscine. Tous les documents sont signés depuis 2 jours. Et pourquoi ne m'as-tu rien dit? Embrasse-moi mon chéri, tu es un ange. Mes enfants, attendez d'être chez vous pour vous embrasser. Rendons-nous maintenant chez M. Farah. Papa, dit Blandine, j'embrasse mon mari partout, c'est ma moitié. Elle se leva pour l'embrasser avec fougue sur les regards, sous les yeux moqueurs de son beau-père. En passant par le secrétariat, Bob compara sa femme à Marie-Joséphine Sirimi. Il trouva que Blandine était plus belle. Il remercia Dieu de lui avoir donné une si belle femme et se demanda ce qu'il pourrait faire encore pour la rendre heureuse nuit et jour.
Chez le directeur général de la banque, il fut accueilli par un large sourire de la secrétaire particulière qui venait de recevoir sa lettre. Avant de les annoncer à M. Farah, elle demanda à Blandine qui était une vieille connaissance d'intervenir auprès de son mari pour annuler sa mise à pied. Nadège, on verra cela ce soir. Passe me voir au salon. Bob s'étonna de voir que sa femme et la secrétaire particulière étaient des amis. Monsieur Farah était très heureux de revoir le père de Bob. Ils avaient été amis au collège. Ils restaient ensemble près d'une heure et se quittaient heureux de leur discussion. Robert Williams n'avait pas de rancune pour les lâches qui avaient sémé la zizanie dans l'entreprise. Le lendemain, une très belle femme orientale qui souhaitait le rencontrer arriva au secrétariat alors que la pluie commençait à tomber. Le rendez-vous fut pris par Juliette Bigot, qui était une amie de sa secrétaire particulière. Quand elle entra dans le bureau, elle ne s'embarrassa pas de protocole et alla s'asseoir sur les genoux de Bob et voulut absolument l'embrasser. Il réussit à l'écarter et elle revint vers lui pour tenter de le caresser. Il la repoussa. Mon chou, vous n'êtes plus le curé d'une paroisse. Vous êtes maintenant un vrai homme. Une belle femme comme moi mérite plus d'égards de votre part. Votre demande d'audience ne stipule pas que la tentation en est l'objet. Mon petit chéri, dans toute chose, il y a ce qu'on appelle l'introduction. Je prendrai des mesures disciplinaires contre Juliette. Je vous demande de ne pas le faire. Elle connaît mon mari. En plus, vous êtes mariés. Vous savez, je vous aime depuis votre nomination. J'ai besoin de vous pour m'aider. Asseyez-vous maintenant et présentez-moi vos doléances si vous en avez. J'ai une demande de prêt pour l'achat de l'immeuble par un groupe que je représente. C'est une bonne affaire. Nous pourrions vous proposer gratuitement une participation à l'affaire. Dès que le crédit sera accordé, je vous inviterai à passer une semaine avec moi dans l'île de Lanzarote à Las Palmas. Je vous précise que nous vous donnerons près de 40% de la somme demandée. Et votre mari sera dans quelle île à ce moment-là? Ne vous occupez pas de lui. C'est vous qui méritez la semaine en ma compagnie dans cette île paradisiaque. J'irai certainement découvrir Lanzarote, mais en compagnie de mon épouse et non avec vous. Et si vous insistez, je vous ferai condamner par la justice. Mon dernier stage à Paris m'a appris comment on abusait des banques pour blanchir de l'argent. Excusez-moi, je repasserai la semaine prochaine. Je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous important. Merci de votre accueil. Elle quitta le bureau de Bob au pas de course. Bob appela sa secrétaire qui tomba des nuits quand elle fut mise au courant du déroulement de l'entretien. Monsieur Williams, je vous jure que je ne savais pas que cette femme pouvait vous faire de telles propositions. Je vous crois, mais redoublez de vigilance devant ces personnes qui vous font des propositions alléchantes pour me rencontrer ou pour m'influencer. La semaine suivante, Juliette Bigot fit entrer un personnage étrange. Il portait un grand boubou bleu qui laissait entrevoir ses nombreuses amulettes. Sa chéchia rouge portait une inscription en arabe. Sa grande taille impressionna Bob qui le voyait comme professionnel de basket aux États-Unis d'Amérique. Tout en écoutant Juliette le présenter, il égrenait son chapelet. « Monsieur le directeur, je vous laisse. » La porte refermée, l'homme précisa le but de sa venue. Monsieur Williams, j'ai rêvé de vous. Des gens vous attaquaient pour vous assassiner. Je suis venu vous prévenir, vous devrez faire un sacrifice pour échapper à vos amis. Il vous suffit de faire immoler un bœuf dont la chair sera distribuée à des nécessités de la ville. J'ai la possibilité de vous aider à atteindre la meilleure place de la banque. Vous savez, la plupart des personnes qui ont des postes enviables sont passées par l'occultisme. Si vous ne le faites pas, vous travaillerez en vain sans bénéficier du fruit de votre travail. J'ai aidé de nombreux responsables actuels de ce pays et de nombreux directeurs généraux qui, par mon intervention, sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. N'imitez pas les Blancs. Ayez recours à l'authenticité de l'Afrique. Je peux mettre certaines pratiques à votre disposition pour votre réussite. Votre secrétaire connaît mes capacités, je l'ai beaucoup aidé. Ma secrétaire, oui, Juliette, elle connaît l'Afrique plus que les Africains. Tout ce que je peux vous demander, c'est de quitter mon bureau avant que j'appelle les vigiles pour vous jeter dehors. Monsieur, croyez-moi, je peux vous aider à devenir le directeur général de cette banque. Robert Williams appela 2 vigiles qui saisirent l'occultiste par les bras et l'expulsèrent de la banque comme un voleur. Pendant 5 jours, Bob Williams ne parla pas avec sa secrétaire particulière. Il ne s'adressa qu'à la stagiaire. Marie-Joséphine devint l'intermédiaire entre Bob et Juliette. La secrétaire particulière se plaignait chaque jour de l'attitude de son patron. Elle ne voyait pas ce qu'elle avait fait de mal pour mériter un tel traitement.
ma chère Marie-Joséphine. Si je ne t'avais pas recommandé, je me demande ce qu'il aurait fait. On peut l'aider dans son propre intérêt, on veut l'aider dans son propre intérêt et il fait le malin. S'il continue ainsi, je vais demander une mutation dans un autre service. Une semaine après cette rencontre, ce fut au tour du président du conseil d'administration de demander à Bob de venir le rencontrer. Le président Monadou venait rarement à la banque. Il dirigeait plusieurs affaires qu'il avait constituées quand il était membre du gouvernement. Très riche, il continuait la politique sur le plan municipal et dirigeait une ville de sa région natale. Habitué par la politique à beaucoup recevoir, il passait une grande partie de la journée dans son hôtel particulier où les visiteurs pouvaient certains jours dépasser la centaine. Il dépensait beaucoup d'argent. La politique lui collait à la peau. Il aimait dire que son amour du peuple lui donnait ce goût du contact avec ses administrés. Lié aux principaux responsables du pays, il faisait tout pour renforcer le pouvoir du chef de l'État. Son rêve le plus secret était de diriger le gouvernement. Il croyait fermement que son âge, 68 ans, était un avantage certain pour être Premier ministre. Malgré son programme chargé, il venait 1 ou 2 fois par semaine à la banque. Il restait 2 ou 3 heures au bureau où il recevait surtout des personnalités politiques et donnait son accord pour des crédits pour lesquels il se portait garant. Quand Bob Williams reçut l'appel du PCA, il pensa que M. Monadou voulait le convaincre de signer une demande de crédit pour un de ses amis politiciens. M. Monadou félicita Bob pour la manière efficace avec laquelle il dirigeait la banque. « Mon cher ami, je vous considère comme le vrai directeur général. L'autre ne fait pas le poids. Vous savez bien que c'est une nomination politique. J'espère que votre tour viendra de diriger officiellement cette banque si je suis nommé Premier ministre. Ou, dans le pire des cas, ministre des Finances ou du Budget. Mon petit, c'est bien de siéger au gouvernement. J'ai été 6 ans ministre de la Communication avant de passer à l'environnement. J'ai encore la nostalgie de ces moments où, plusieurs fois par semaine, on me voyait dans les journaux télévisés. On parlait de moi dans tous les milieux. Mon petit, je vous dis que c'est grisant. Je me prenais pour un ange sur terre. C'est une drogue quand on s'habitue à ces postes de haute responsabilité politique. On a toujours envie d'y retourner. Je vous conseille de vous trouver une circonscription électorale. Vous aurez tout mon soutien et sans aucun doute celui de votre père qui connaît déjà ce milieu. Je ne viendrai jamais dans ce milieu que je connais justement à travers mon père. Je n'ai pas l'âme d'un martyr. Croyez-moi, vous avez tort. Rien ne dépasse le fait de se mettre au service de la population. Mais ce n'est pas la raison de mon appel. Une ambiance malsaine s'étend sur la banque pour un problème qui vous concerne. Le directeur général a tenu à ce que je vous rencontre pour dissiper les malentendus. De quoi s'agit-il? Demanda Bob impatient. Ce n'est pas un problème aussi grave que cela. Il se trouve qu'au sein de la banque, des personnes font courir le bruit que vous avez fait de Madame Jean-Philippe Mouyaga votre maîtresse et qu'elle bénéficie d'un salaire élevé malgré son statut de stagiaire. On raconte aussi que vous lui avez acheté une belle petite voiture qu'un chauffeur de la banque conduit. On raconte trop de choses sur vos relations avec cette Marie-Joséphine. Faites attention de ne pas nuire à votre image que je trouve positive. Monsieur le Président, inutile d'aller plus loin. Je ne réponds pas aux malveillances. Si vous pensez avoir le temps de parler de telles futilités, ce n'est pas mon cas. Excusez-moi, j'ai mieux à faire. Bob Williams se leva et retourna dans son bureau sous le regard étonné de M. Monadou qui se sentait ridiculisé. Bob ne raconta pas l'incident à sa stagiaire. Il comprit une fois de plus pourquoi le pays n'arrivait pas à décoller. Il quitta le bureau assez tard, convaincu qu'il ne serait pas facile de changer les mentalités. Le mal était plus profond. Il pensait à la malédiction des fils de Cham quand il descendait au sous-sol pour prendre sa voiture et rentrer chez lui. Au moment où il ouvrit la portière, il sentit une douleur aiguë dans son dos. Il se retourna. Un homme de taille moyenne et robuste venait de lui planter un couteau dans le dos et s'apprêtait à l'enfoncer quand il cria. Les 3 vigiles se précipitaient tandis que l'agresseur courut vers l'ascenseur. Le scélérat n'eut pas le temps de monter. Il fut très vite arrêté et ligoté. Les sapeurs-pompiers arrivaient 3
Quelques minutes plus tard, suivi immédiatement de la police. Une ambulance emmena Bob dans une clinique toute proche où l'on tenta d'arrêter l'hémorragie. Le couteau n'avait atteint aucun organe vital. Le pansement terminé, on lui permit de retourner chez lui. Sa femme n'étant pas encore arrivée, il appela sa mère qui vint immédiatement en pleurs. À la vue de son fils, elle fut rassurée et décida de passer la nuit à ses côtés. Blandine n'arriva qu'à 22h et se mit à pleurer à chaudes larmes quand elle apprit la tentative d'assassinat sur son époux. Elle ne cacha pas... Désolée. Elle ne cacha pas son mécontentement à sa belle-mère qui ne l'avait pas informée de la situation et qui voulait prendre sa place. Tu ne dormiras pas dans notre chambre. Tu vas retourner chez toi. Bob est mon mari, je saurai m'occuper de lui. Blandine, c'est toi qui me parles ainsi? Ne viens pas briser mon foyer, vieille sorcière. Je ne te réponds plus. Je laisse maintenant la parole à Bob. Maman, ne t'en fais pas. Blandine est très émue. Bob, tu es devenu fou? Vieille fripouille. Bob n'est pas le fou que tu crois. C'est un fou d'amour. Lui, il sait comment aimer une femme. Il me considère comme sa moitié, une partie intégrante de lui-même. Nous ne formons qu'un seul être. Marie-Claire Williams se leva du fauteuil en cuir où elle était assise et sortit de la maison en pleurant. Elle regrettait l'absence de son mari en voyage d'affaires au Japon. Elle espérait qu'il appellerait cette nuit. Elle lui racontera que son fils avait perdu la raison. Blandine passa toute la nuit blottie dans les bras de son mari qu'elle cajolait tout en lui disant des mots d'amour. Bob se disait heureux et ne sentait rien de sa blessure. Il voulait même se rendre au travail le lendemain, sa femme le lui interdit. Tu auras ton certificat médical qui te donnera une semaine de convalescence. Nous en profiterons pour aller nous reposer une semaine dans une station balnéaire. Mon amour éternel, tu as raison. Je t'aimerai toute ma vie. Tous les responsables de la banque et les 2 secrétaires de Bob tentèrent vainement de le voir pour lui souhaiter une bonne guérison. Madame Blandine Williams refusa. Elle leur demandait d'attendre son retour au bureau. Une semaine plus tard, devant l'insistance du président du conseil d'administration, elle ne fléchit point. Elle ne permit qu'aux 2 agents de la police judiciaire de le rencontrer dans le cadre de leur enquête sur cette tentative d'assassinat. Il répondit à leurs questions durant une vingtaine de minutes. Par moments, Bob pensa qu'il le considérait comme son propre agresseur, mais il savait d'avance que c'était ainsi que se passait une enquête de police véritable qui n'avait souvent rien à voir avec les romans policiers. En partant, il lui promit les premiers résultats de l'enquête dans une dizaine de jours. Blandine voulut leur proposer des boissons, mais ils déclinaient la proposition avec courtoisie. Sur le chemin du retour à leur bureau, l'un des inspecteurs demanda si la tentative d'assassinat de ce grand banquier n'était pas liée à sa femme. Tu te rends compte, Charles, je n'ai jamais vu une si belle femme. Un prétendant qui la convoite a peut-être eu envie d'expédier le mari en enfer pour prendre sa place. Et pourquoi pas le paradis dans la mesure où c'est un ancien prêtre. Je pense qu'il a quitté la prêtrise à cause de cette hourie, comme disent les musulmans. Il est vrai que je suis capable de devenir un martyr si je suis certaine de la retrouver au paradis. Toi, Marcel, au paradis, ne me fais pas rire. C'était en riant et en se moquant l'un de l'autre qu'ils arrivaient à la police judiciaire. La pluie que rien ne laissait prévoir tomba peu après avec une très grande violence pendant 30 minutes. Ainsi s'achève notre chapitre 15. Désolée pour les quintes de trous qui m'ont pris, mais je n'y pouvais rien. Après la lecture du chapitre 15, je peux dire que Bob vraiment me fait de la peine car laisser une femme s'en prendre à sa propre mère, celle qui lui a donné vie, est impensable. On peut aimer, mais on ne peut pas aimer plus que la raison. Il faut savoir garder raison. Sa femme Blandine n'a plus de respect pour sa génitrice et lui, il ne dit rien, il laisse faire parce qu'il est subjugué par sa soi-disant beauté. Et vous, que pensez-vous de l'attitude de Blandine? Blandine me tombe de plus en plus à chaque chapitre. Waouh, quel comportement! Aussi belle que mauvaise, je le dirais. Sur ce, je vous dis bye, à très bientôt.